Bienvenue dans Anatomie de la performance. Ici, on ne parle pas seulement de résultats ou de scores, on dissèque la performance à travers ses trois piliers fondamentaux, le mental, la nutrition et le physique. Parce que la performance ne se résume jamais à un seul facteur, elle se construit à l'intersection de ces trois leviers en synergie permanente. C'est cette vision globale qui est au cœur de MNP Performance. Dans ce podcast, je croise la réalité du terrain, la mienne mais surtout celle des athlètes, avec une vision plus théorique et scientifique grâce à l'intervention d'experts de chaque domaine. Si tu veux comprendre comment la performance se construit vraiment et comment l'améliorer durablement, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anatomie de la performance. Donc aujourd'hui, on va parler de préparation mentale évidemment, mais de préparation mentale en compétition de CrossFit et on va essayer surtout de comprendre ce qui se passe, quels sont les mécanismes et notamment les mécanismes de stress que vous pouvez avoir en compétition. Et vous allez voir que le stress, c'est pas seulement pendant la compétition, il y a aussi du stress qui va se développer avant, pendant et après la compétition. Imagine-toi avant une compétition, c'est bon, tu t'es bien entraîné, t'es préparé, t'as bien mangé, t'as fait ce qu'il fallait, t'es à la veille de la compétition. Et puis au moment d'aller te coucher, en fait, t'arrives pas à dormir. Dans ta tête, ça commence à tourner, tu commences à te faire des films, à faire tous les scénarios, à essayer de tout anticiper. Et même pire que ça, tu commences à faire des WOD que t'as pas encore vus. Tu penses au WOD qu'il va y avoir, tu essaies d'anticiper la programmation du week-end, tu vas essayer de regarder le leaderboard pour voir qui c'est qui a. Et tu commences à te dire des trucs du genre il faut que j'arrive à faire un top 10 ou un podium, ou alors au contraire, voilà, avec les gens qu'il y a, je vais me ramasser, je vais pas réussir à faire ma compétition, ou je vais être nul, ou je vais paraître nul. Et du coup le matin tu te lèves, t'es déjà fatigué, alors que t'as même pas touché à une barre. Le lendemain, tu arrives à la compétition, tu es sur le floor et tu entends le 3, 2, 1 du chrono. Et là, tu sens que tu as les mains moites, que tu as la gorge qui se serre, le rythme cardiaque qui s'accélère. Et tu sais qu'à l'entraînement, tout ça tu maîtrises, mais là, il y a un autre enjeu, il y a une autre pression. Et tu commences à avoir un dialogue interne qui n'est pas forcément idéal. Et tu te dis, oh là, je vais me planter, tout le monde me regarde, t'es pas prêt, tout est pas prêt. Et là, tu sens qu'en fait, le stress, il t'a mis KO avant même que le WOD commence. Tu t'élances sur ton WOD, admettons qu'on soit sur un petit WOD avec thruster burpees, un bon combo, hyper bien, on adore. T'es dans le troisième round, t'as le cardio à balle, tu commences à voir flou et tu sais qu'il te reste encore un round. T'as les jambes et les épaules qui brûlent. Physiquement, t'es dans le mal, mais surtout, mentalement, t'y es plus du tout. Le fait qu'il te reste encore un round, ça te perturbe et là tu commences complètement à sortir du WOD. Et pire que ça, tu commences à regarder ce que font les autres sur la ligne d'à côté. Du coup, tu sors de ton WOD, tu commences à baisser un peu le rythme, tu perds ton pace, et tu finis ton WOD en te disant j'ai pas tout donné, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ou alors encore pire, autre scénario, tu fais no rep. Là le juge vient de te valider no rep et du coup ça te sort complètement de ta concentration et de ton WOD, t'es frustré, t'es plus dedans, tu commences à t'en vouloir, t'en veux au juge, tu t'énerves. Bref, tu sors de ton WOD encore une fois et t'as un dialogue interne qui est pourri. Et puis il y a le après, t'as fini ta compétition, mais tu commences à avoir un dialogue interne là aussi un petit peu négatif en te disant j'ai pas donné 100% de ma performance, ou t'es frustré, ou il y a des choses que t'as ratées et tu commences à te dire j'ai pas fait ça alors je suis nul, ou j'ai pas réussi à faire ça, du coup ça veut dire de moi que... Et du coup soit t'es en train de t'auto-flageller, soit tu vas essayer de trouver des excuses en te disant oui mais de toute façon j'étais pas en forme, ou j'étais fatigué, ou la programmation n'était pas pour moi, ou j'ai eu mal à tel endroit, etc. Et donc dans un cas tu t'auto-flagelles, dans l'autre tu essaies de te trouver des excuses. Bref, je sais pas si tu t'es reconnu dans toutes ces situations, mais tu as vu, on a des problèmes qui se passent avant la compétition, pendant l'exécution et après. C'est un peu ce qu'on va voir sur cet épisode, essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui se mettent en place dans son cerveau quand les choses se passent comme ça, comprendre un peu mieux de quoi on parle, comment ça marche, et essayer de te donner des petites pistes de réflexion pour savoir chez toi qu'est-ce qui se passe. Alors pour qu'on parle un petit peu le même langage, je vais utiliser une métaphore que j'utilise souvent avec les athlètes que j'accompagne, qui est la métaphore de la montgolfière. Imagine que tu es une montgolfière, on va avoir notre ballon, on va avoir le ballon de la montgolfière, qui va nous permettre en fait de décoller. Ce ballon, imagine que c'est la confiance que tu as en toi. Évidemment, si ton ballon il est sous-gonflé, tu vas pas pouvoir décoller, donc si tu n'as aucune confiance en toi, il y a peu de chances que ta montgolfière prenne de l'altitude. En revanche, si ton ballon il est surgonflé, la montgolfière risque de décoller très très vite, d'être difficile à contrôler, et puis même dans le pire des cas, le ballon pourrait exploser et du coup tu t'écrases. Donc il ne faut pas être trop confiant, il ne faut pas non plus ne pas l'être du tout. Au passage, il y a une vraie différence entre la confiance en soi et le fait de ne pas être humble, de manquer d'humilité ou d'être prétentieux. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités à faire face à une tâche. Donc c'est tes capacités internes, les ressources que tu as versus une tâche ou une action à exécuter. Alors que quelqu'un de prétentieux, c'est quelqu'un qui va se sentir supérieur aux autres juste parce que
il se sent supérieur aux autres. Et du coup, il se compare lui versus les autres. Dans un cas, tu compares tes capacités versus une tâche. Dans l'autre, tu compares ce que t'es, ce que tu penses de toi versus ce que tu penses des autres. Donc ce n'est pas la même chose. Tu peux être très confiant tout en restant humble, sois à l'aise avec ça. Ensuite, dans notre montgolfière, on va avoir le brûleur. C'est un peu notre moteur, c'est ce qui va nous permettre, entre autres, de faire gonfler le ballon. Je vais revenir sur le brûleur juste après, c'est assez important. On a la nacelle, et souvent, autour de la nacelle, on va avoir des sacs de lest. Vous savez, les petits sacs de sable qu'on met sur les montgolfières. Ces sacs de lest-là, on va revenir en détail aussi tout au long de l'épisode. On va dire que c'est un petit peu tous les freins que tu vas te mettre toi-même. Donc ça va être la gestion de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de l'échec également, etc., etc. Je te spoil pas plus. Et puis on pourrait avoir une dernière chose qui est une corde. Tu sais, des fois les montgolfières, on les attache au sol, on vient juste prendre de l'altitude, elles arrivent à une certaine altitude, puis après elles redescendent. Elles sont bloquées par cette corde. On y reviendra également. Bon, faisons un petit focus sur notre brûleur. Imagine que le brûleur, en fait, c'est ton stress. Ok? Sans stress, tu vas pas pouvoir gonfler ton ballon. Si tu calibres pas bien ton brûleur non plus, donc que tu ne calibres pas bien ton stress, tu vas pas le gonfler comme il faut. Donc, il faut arriver à ce que cette flamme-là, elle soit activée comme il faut. Au passage, pour que le feu il marche, je sais pas si tu connais le triangle du feu, en gros, il faut qu'il y ait un combustible, un comburant et une énergie d'activation. On pourrait dire par exemple que ton énergie d'activation, c'est ta forme physique, ton état physique, ton état de récupération, la nutrition que tu as mis en place, etc., etc. Le combustible, ça pourrait être ton niveau technique, par exemple, ton niveau d'exécution. Et le comburant, qu'est-ce que ce serait? Pour le feu, typiquement, le comburant, c'est l'oxygène. Ok, ça va être l'air. S'il n'y a pas d'oxygène, le feu il prend pas. S'il y a trop d'air, potentiellement, ça peut aussi souffler les braises et donc ça peut éteindre le feu. Là, c'est un peu la même chose. Nous, notre comburant, ça va être notre stress. S'il y a pas assez de stress, la flamme ne va pas bien prendre. S'il y en a trop, ça risque de l'éteindre. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas avoir une fenêtre dans laquelle ton niveau de stress va être optimal. Si tu n'es pas suffisamment stressé, tu es sous-activé et du coup, tu vas pas être dans ton niveau optimal de performance. Si à l'inverse tu l'es trop, tu n'es pas non plus dans ton niveau optimal de performance. Donc il faut arriver à gérer ce stress. Ça ne sert strictement à rien de lutter contre le stress. On perd souvent trop de temps et trop d'énergie à essayer de lutter contre le stress, alors que c'est une réaction purement physiologique. Tu ne pourras pas le contrôler, c'est normal, il est là, c'est important qu'il soit là, et c'est une réaction biologique et physiologique normale. Au passage, je t'invite à écouter le premier épisode d'Anatomie de la performance, où je fais un gros focus sur comment fonctionne le stress. J'en reparle souvent dans les différents épisodes, j'en parle aussi un petit peu dans l'épisode avec Clément Clabé. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais encore une fois, c'est une réaction physiologique normale et nécessaire. Donc je t'invite à aller voir la loi de Yerkes-Dodson, qui est une courbe qui illustre ton niveau de performance en fonction de ton niveau de stress. C'est une courbe en cloche, et c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Si tu n'es pas suffisamment stressé, ça va pas. Si tu l'es trop, ça va pas non plus. Et ton niveau de performance, il est au pic quand tu as un niveau d'activation. Je parle plutôt d'un niveau d'activation plutôt que de niveau de stress, quand tu as un niveau d'activation qui est entre les deux. Il y a un autre concept qui illustre très bien ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Donc ça a été théorisé par Dan Siegel. Et c'est exactement la même chose, il parle d'hypoactivation et d'hyperactivation, et ta fenêtre de tolérance, ça va être ta fenêtre de performance, c'est là où tu es régulé, sous pression. En hyperactivation, tu vas te précipiter, commettre des erreurs techniques alors que tu les maîtrises habituellement, paniquer, etc. Tu vas avoir aussi tous les circuits de la peur qui peuvent se mettre en place. En hypoactivation, tu es dans le repli, dans la démotivation, dans l'abandon, etc. Soit tu es dans un réflexe de la peur qui va être le combat, soit en hypoactivation, tu es dans les deux autres réflexes de la peur qui vont être soit la fuite, soit le fait de friser, de figer. Donc au passage, il y a deux choses qui peuvent agrandir ta fenêtre de tolérance. La première, ça va être l'exposition répétée, c'est-à-dire que tu vas te mettre régulièrement dans ces situations de stress pour pouvoir mieux les gérer. Si tu ne le fais jamais, ton système nerveux, il va pas savoir comment gérer ça. Donc des fois, c'est bien de se mettre en situation réelle à l'entraînement, ou de faire des simulations de compétition. Et le deuxième, c'est de bosser sur des ancrages. Ça, c'est des choses qu'on fait en préparation mentale. Les ancrages, en fait, ça va te permettre d'associer un état physiologique, physique et émotionnel à un geste, à un signal physique, un signal verbal, ou les deux en même temps. Et du coup, quand tu l'actives, ton système nerveux reconnaît cet état-là, et du coup, il va s'adapter. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est du conditionnement. C'est du conditionnement nerveux et neuronal. Et du coup, ça va te permettre de revenir dans un état de performance et de ne pas sortir de cette fenêtre de tolérance. Bon, ok, t'as compris du coup la montgolfière. On va essayer maintenant de parler des lests, des fameux sacs de lest qui vont venir alourdir ma montgolfière. Évidemment, plus j'ai de sacs de lest, plus la nacelle de la montgolfière est lourde, plus je vais avoir besoin de mettre d'énergie pour faire brûler mon brûleur,
pour qu'ils puissent faire décoller ma montgolfière. Alors les sacs de lest, tu vas les ajouter à différents moments avant une échéance. Par exemple, la semaine avant la compétition, ton cerveau aura tendance à rentrer dans un état de vigilance accru. Alors ça, c'est tout à fait normal, c'est l'amygdale en fait qui se met en état d'alerte. L'amygdale, c'est une structure cérébrale qui s'occupe de détecter les menaces. Et donc elle va essayer de scanner tout ton environnement pour essayer d'anticiper au mieux les menaces possibles, les potentiels dangers. Comme pour le stress, le cerveau il fait pas la différence entre une menace réelle et quelque chose de perçu. Autrement dit, il va pas faire la différence entre le fait de te faire courser par un tigre ou le fait d'être stressé sur un floor de compétition. On active les mêmes leviers. L'amygdale, c'est un petit peu pareil. Et du coup, tu as aussi ton système nerveux qui va se mettre en activation, et c'est pour ça que des fois, tu vas peut-être avoir des douleurs que tu perçois et avoir l'impression d'avoir mal quelque part alors que tu n'avais pas eu cette douleur avant, etc. Tu as une douleur à l'épaule, une douleur au genou avant la compétition, et hop, ça y est, tu te dis mince, la compétition arrive, puis au final j'ai mal. Alors attention, hein, je parle de douleur bénigne, hein. Évidemment, si t'es blessé, c'est autre chose. Il y a un épisode d'ailleurs sur la blessure avec Clément Clabé, je t'invite à aller le regarder. Mais donc ça c'est important parce que du coup tu vas en effet rajouter des sacs de lest. Il y a un autre piège aussi que je vois souvent chez les athlètes que j'accompagne, c'est que la semaine avant la compétition, il y a une volonté de vouloir se rassurer parce qu'il y a un niveau de stress qui augmente et du coup on veut arriver plus confiante ou plus confiant sur l'événement. Donc on va commencer à faire des tests, à modifier un petit peu la programmation d'entraînement, voire même des fois à surcharger son entraînement pour vérifier qu'on sait encore faire ça ou qu'on est capable de faire ceci, etc., etc. Et ça a un double effet. Déjà ça va te rajouter de la fatigue physique et en plus de ça peut générer de l'incertitude parce que chaque changement ça va générer de l'incertitude. Le cerveau il aime pas trop les changements, il est très à l'aise dans la routine. Donc si la semaine avant la compétition tu changes absolument tout, il a plus de repères, du coup incertitude, du coup l'amygdale elle se met encore en alerte. Bon, donc rentrons un peu plus dans le vif du sujet des sacs de lest. Le premier sac de lest que tu vas pouvoir mettre à ta montgolfière, ça va être tout ce qui va être lié au dialogue interne et notamment au scénario catastrophe que tu vas anticiper. Ce sac de lest, il peut être aussi alimenté par les anciennes compétitions. Et donc comment tu auras géré le après des anciennes compétitions. On va y revenir tout à l'heure. Mais en gros, ça va être le fait d'anticiper tous les scénarios possibles. C'est normal, encore une fois, le cerveau il est fait pour anticiper le danger et du coup on va essayer de pallier aux imprévus. Sauf que par définition, des imprévus, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et donc tu perds du temps et de l'énergie à essayer de le faire. Ça c'est ton cortex préfrontal qui va se mettre en activation pour essayer de gérer tous ces scénarios-là. Sauf qu'encore une fois, ça va déclencher l'axe HPA, donc l'hypothalamo-hypophyso-surrénalien. En gros, c'est l'axe qui est responsable du stress. Et donc, tu vas commencer à faire monter ton niveau de stress. Et au passage, le cerveau, il ne fait pas la distinction entre quelque chose que tu imagines, que tu visualises, et quelque chose qui est réel. C'est là tout l'intérêt d'ailleurs de cette pratique quand on va travailler de la visualisation. Mais le problème, c'est que quand tu vas commencer à anticiper des scénarios catastrophes, lui, c'est comme s'il les vivait et il va activer les mêmes signaux que si c'était en vrai. Donc, tu commences à te saboter. Le deuxième sac de lest, ça va être tout ce qui va être lié aux attentes et à la pression interne, c'est-à-dire la pression que tu te mets, et la pression externe, ou en tout cas les pressions que tu perçois comme externes, c'est-à-dire le fait de penser que les gens attendent un résultat de ta part, que ça soit la famille, les proches, les amis, le coach, les sponsors, si jamais tu as des sponsors, etc. Et là, on va rentrer dans quelque chose qu'on appelle l'identité conditionnelle, c'est-à-dire que tu vas mettre en parallèle qui tu es avec un résultat. On en reparlera dans la partie gestion de l'échec. Mais surtout avec ces pressions, tu vas venir modifier quelque chose qui est l'enjeu, et donc c'est l'enjeu perçu d'une situation. En gros, lors d'une compétition, tu vas faire des WOD, des choses que tu sais faire, que tu fais quotidiennement à l'entraînement quasiment, sauf que les pressions que tu perçois, les pressions internes ou externes, vont être différentes, ça va augmenter l'enjeu, donc ton résultat va avoir plus d'importance que d'habitude, et du coup tu vas commencer à créer des petits biais cognitifs qui font que tu ne performes plus de la même manière, alors que c'est justement là qu'il faudrait que tu fasses exactement la même chose qu'à l'entraînement. Et là on va pouvoir commencer à parler du pendant la compétition. Et ça, typiquement, c'est ce qui va se passer quand on a le troisième sac de lest qui commence à s'ajouter, qui va être le choc, C-H-O-K-E. Donc les fameux biais cognitifs qui se passent, dont je te parlais juste avant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une théorie, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans, on pourrait faire tout un épisode là-dessus, mais il y a une théorie qui dit qu'en gros, ton cerveau, on a deux cerveaux, il a deux modes de fonctionnement, un système 1 et un système 2. Le système 1, il est très lié au cerveau reptilien, mais ça va être en gros le système qui va être utilisé de manière hyper rapide et il est lié à tout ce qui va être réflexe, émotion, etc. C'est un peu l'élève, c'est-à-dire qu'il va apprendre les choses, les automatiser et ensuite les répéter très rapidement. Bon, je passe vite là-dessus. Et le système 2, c'est l'inverse, ça va être tout ce qui va être lié à la partie réflexion, logique, parole, etc. Donc les tâches un petit peu plus complexes. Lui, il est plus lent, mais par contre, il peut traiter beaucoup plus de données et c'est lui qui va permettre d'apprendre au système 1. Donc c'est quand on apprend quelque chose par la répétition, le système E l'intègre, et ensuite il va le relayer au système 1 une fois que c'est parfaitement mis en place pour que le système 1 le mette en mode automatisme. Donc tu me vois venir,
Quand tu répètes des mouvements à l'entraînement, tu fais travailler ton système 2 pour que ça devienne automatique et qu'ensuite ce soit ton système 1 qui travaille. Ce qui fait que, en gros, ton système 1 automatise la chose et t'as pas besoin de te concentrer sur le mouvement. Typiquement, les mouvements de gym et d'haltérophilie, c'est pas quand tu vas être en exécution dans un WOD de compétition que tu vas penser à comment tu dois te placer techniquement, ce que tu dois faire, etc. Là, il faut être dans l'exécution et laisser ton corps faire. Et le choc, du coup, c'est exactement ça, c'est qu'on va commencer à trop conscientiser les choses, et donc on a des biais cognitifs qui se passent entre le système 1 et le système 2, et ça vient complètement foirer notre exécution. Il y a un autre biais cognitif qui peut se passer, c'est le hijacking amygdalien. Donc en gros, c'est l'amygdale qui va envoyer un signal d'alerte, un signal de menace, sauf que ce signal il va être tellement fort qu'il va court-circuiter ton cortex préfrontal, et du coup tu vas réagir à la situation, et t'es plus dans la gestion. Et c'est dans ces moments-là où tu vas commencer à partir trop vite sur un WOD, où tu lâches une barre que tu aurais tenue habituellement, que tu prends des mauvaises décisions tactiques, des choses que tu n'aurais jamais fait normalement à l'entraînement, etc. Et ça c'est purement neurologique, mais ça s'entraîne également. On peut avoir un quatrième lest qui va être la peur du regard des autres, la peur du regard des amis, de la famille, la peur du regard du coach, etc. Donc ça c'est très lié à l'identité conditionnelle aussi, mais pas que. Ça va activer des circuits de la peur. Et il y a un truc important à comprendre, c'est que le rejet social, c'est une vraie crainte chez l'homme. On est une espèce qui vit en communauté et qu'en fait, le fait de se faire rejeter par un autre groupe, ça va activer dans le cerveau exactement les mêmes zones que la douleur physique. Donc c'est pour ça qu'on a peur aussi d'être rejeté par les autres. Et des fois, on peut se dire que si tu rates ta compétition ou ton WOD, les gens vont plus t'accepter, vont plus t'aimer autant, etc. Et donc quelque part tu vas être rejeté. Ou ça peut alimenter d'autres peurs, mais des peurs du coup qui sont toujours liées au regard des autres. Et dans ces cas-là, ton cerveau il va activer des circuits qui vont se permettre de se mettre en protection pour limiter l'exposition au risque. Et typiquement, ça peut être réduire l'effort ou en tout cas baisser ta performance. Bref, ça va impacter ton exécution. Il y a tout un autre tas de sacs de laisse qu'on pourrait mettre. Évidemment, j'ai pas tout traité aujourd'hui dans cet épisode. Sinon, il faudrait un épisode de 3 heures. Et je pense qu'il est déjà assez dense, donc on va passer. Et on va passer au après. Ok, tu as fait ta compétition, maintenant comment tu réagis et comment tu vas préparer ta prochaine compétition. Souvent on vient rajouter encore des sacs de lest une fois que la compétition est finie, notamment le 5e sac de lest, ça pourrait être à la rumination. Le fait de s'alimenter dans un dialogue négatif. Quand on parle de préparation mentale, les gens pensent souvent tiens, il faut penser positif. En fait, ça cache d'autres choses. C'est un petit peu vrai, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dialogue interne, en fait, il alimente ce qu'on appelle le SAR, qui est le système d'activation réticulaire, qui est un petit peu le Google du cerveau. Donc, c'est la partie du cerveau qui va filtrer toutes les pensées qui se passent dans ton cerveau et qui va mettre en avant ce qu'il juge important. Et ce qu'il juge important, c'est ce qu'il a programmé en fonction de ton vécu, de ce que tu te racontes, etc. En gros, c'est l'algorithme Instagram de ton cerveau. Il va envoyer dans ton feed d'actualité ce qui t'intéresse. Je pense que tu as déjà vécu ça, tu viens d'acheter une nouvelle voiture ou des gens autour de toi ont acheté une nouvelle voiture, et après tu vois ce modèle de voiture partout où tu vas. En fait, il n'y en a pas plus qu'avant. Tu te dis, mais en fait, tout le monde a acheté cette voiture. Non, non, il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste qu'avant, tu n'y prêtais pas attention. Et là, le fait que tu y prêtes attention, le SAR, lui, il va détecter tout ça et il va te renvoyer ces images-là. On pourrait faire un petit exercice là pendant que tu écoutes le podcast. Regarde autour de toi et détecte tous les objets rouges qu'il y a autour de toi. Je te laisse faire, tu vas en trouver un certain nombre. Très bien. Maintenant, combien tu as vu d'objets bleus? Sûrement aucun. Regarde autour de toi, mais là tu vas en trouver un certain nombre aussi. Personne entre-temps est venu les rajouter. C'est juste que quand je t'ai demandé de regarder les objets rouges, c'est ton SAR qui s'est mis en action pour détecter que les rouges. Il n'a pas pris en considération les bleus. Et on peut faire ça pendant longtemps. Combien tu as vu d'objets jaunes, etc. Bon, tu as compris l'idée. Sauf que quand tu commences à t'alimenter en permanence avec un dialogue interne négatif, tu programmes ce SAR de manière négative. Donc lui, il va remonter tous les trucs qui vont te conforter dans l'idée que oui, t'es nul, oui, t'y arrives pas, non, t'es pas capable de lever cette barre, non, t'es pas capable de faire ce mouvement, oui, en effet, t'es pas forte ou fort sur tel mouvement. Sauf que ce SAR, tu peux le reprogrammer différemment et le mettre dans le sens inverse, c'est-à-dire le programmer de manière positive. Et en fait, quand on dit pas penser positif en préparation mentale, on parle un petit peu de ça, c'est-à-dire reprogrammer ce SAR pour faire en sorte que on te remonte les bons signaux. Donc ça se travaille. Du coup, ce sac de lest, il est très lié aussi au 6e sac de lest, et ce sera le dernier dont on parlera aujourd'hui, qui est la gestion de l'échec. Donc comment tu gères un échec? Comment tu gères quelque chose quand ça s'est mal passé? Et c'est lié du coup à l'identité conditionnelle, on en a parlé un tout petit peu avant. L'identité conditionnelle c'est quoi? Du coup c'est quand tu vas rattacher ton identité profonde, ce que tu es ou ce que tu penses être à un résultat. Il y a de fortes chances, même si tu fais du crossfit à très très haut niveau, que tu sois pas seulement une personne qui fait du crossfit. Je pense que tu es une personne avec plein de facettes différentes. Et donc rattacher ton identité seulement à un résultat sportif, c'est hyper réducteur.
Et surtout, en réalité, ça veut rien dire de toi, sachant qu'un résultat, il fluctue en fonction de plein de paramètres, et notamment énormément de paramètres que tu ne maîtrises pas. Donc dire si je fais pas un top 3 sur cette compète, ou si je fais pas ça, ou si je lève pas tant, ça voudra dire que je suis nul, ou que je suis pas capable, ou que machin, ça c'est très nocif, parce que du coup, encore une fois, tu vas rattacher ton résultat à ton identité, alors que c'est deux choses qui sont complètement distinctes. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu fais de ton analyse de performance? Comment est-ce que tu vas analyser quelque chose qui s'est pas bien passé ou quelque chose au contraire qui s'est bien passé? Il y a 3 réponses classiques à l'échec. La première, c'est l'autoflagellation. Donc là, on rentre dans le dialogue interne négatif. Je suis nul, etc. Ça, c'est bien parce que cette réponse, elle te permet de croire que tu prends les choses au sérieux. Mais elle va t'apporter aucune information utile et elle va éroder l'estime que tu as de toi. La deuxième, c'est l'évitement. C'est-à-dire que là, on va chercher des excuses. C'est pas grave, au final c'est pas si important, j'ai pas bien dormi, etc. Ça c'est pratique parce qu'elle va protéger ton ego à court terme, mais elle va empêcher l'apprentissage. Et la troisième réponse, c'est l'analyse à froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi j'avais le contrôle? Sur quoi j'avais pas le contrôle? Qu'est-ce qu'il faut que je modifie pour la prochaine fois? Qu'est-ce qu'il faut que je garde pour la prochaine fois? Et ça, c'est la seule réponse qui va te permettre d'atteindre une bonne progression. Au passage, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est le délai d'analyse. C'est-à-dire que faire des débriefs à chaud, c'est bien, mais c'est pas toujours pertinent, ou en tout cas ça dépend comment tu les fais. Ce qui est super important, c'est d'avoir une analyse à froid. Le débrief à chaud, il peut être pertinent si tu l'orientes vraiment sur la partie sensations, émotions, etc. Des choses qui sont fraîches, qu'il faut cueillir à chaud, mais il faut pas non plus analyser à chaud parce que ça peut être biaisé et ça peut être faussé justement par ce que tu ressens. Le fait d'analyser à froid, tu vas sortir de ce contexte émotionnel et du coup tu vas être plus pertinente ou plus pertinent sur ton analyse. Donc analyse à chaud plus sur la partie émotion-sensation, analyse à froid vraiment sur la partie je décortique, aspect technique, etc. T'es sûr que du coup le niveau de cortisol et d'adrénaline auront chuté, donc par exemple, je sais pas, au moins 24 heures après ta compétition, et du coup ton cerveau il est plus en mode stress, et t'évites donc d'avoir une analyse biaisée. Parce que le risque c'est que tu vas surpondérer tes erreurs et sous-pondérer tes réussites. Et c'est pas ce qu'on veut. Sur une analyse vraiment importante, il faut ne pas se voiler la face sur les erreurs, mais il ne faut surtout pas normaliser les réussites. Ou dire bah ça c'est évident, enfin bah ça je sais faire donc c'est normal que j'ai réussi, ok. Non, non, concentre-toi aussi sur les réussites parce que tu vas renforcer également les circuits qui te permettent d'accéder à la réussite, notamment libérer de la dopamine, etc. Donc c'est super important de fêter ces réussites. Bon voilà un petit peu tous les sacs de l'Est dont je voulais te parler aujourd'hui sur ta montgolfière. Et si, je sais pas si tu te rappelles, au début je t'avais parlé du coup d'une corde qu'il y avait sur la montgolfière. Imagine que ça y est, t'as enlevé tous tes lestes de la nacelle, t'as réglé ton brûleur comme il faut, tu fais décoller ta montgolfière, et puis au bout d'un moment, la corde se tend et hop, elle va pas plus haut. T'as un fameux plafond de verre. Ce plafond de verre, ça peut être typiquement ce qu'on appelle l'incompétence apprise. L'incompétence apprise, c'est quoi? C'est que quand t'as des sacs de lest pendant trop longtemps, ton cerveau il va assimiler le fait que peu importe les efforts que tu fais, ça mènera au même résultat, en l'occurrence le fait de ne pas y arriver. Et donc t'auras beau avoir enlevé ces sacs de lest, ou avoir amélioré tes capacités, tes compétences, etc. et du coup pouvoir faire face à cette situation, ton cerveau il aura intégré que de toute manière face à cette situation, il ne sait pas faire, il n'a pas les capacités pour faire, et donc il n'essaiera même plus. Et ça c'est assez problématique parce que en effet, bah, tu peux évoluer, tu peux avoir des compétences en plus, mais ça ne marche quand même pas. C'est ce qui pourrait se passer sur des lifts, typiquement en haltérophilie, et avoir un fameux palier en disant cette barre là, j'arrive jamais à la passer, et je n'y arriverai jamais. Ou sur un mouvement en gym, ou sur un certain niveau d'intensité, alors qu'en réalité, si tu développes tes compétences, tu y arriveras. Alors ça, c'est une vraie chose hein, qui a été mise en évidence par Martin Seligman, et c'est vrai pas que chez les humains, en fait c'est vrai chez quasiment tous les êtres vivants. En gros, si le cerveau il est confronté trop régulièrement à une situation où ses efforts ne changent pas le résultat, il va finir par arrêter d'essayer, et donc par ne pas mobiliser les ressources. Donc ça, chez les athlètes, ça peut se traduire par le fait de l'athlète continue à s'entraîner dur, etc., mais il y croit plus vraiment. Ou alors, des fois, arriver sur des compétitions en ayant l'impression d'arriver détendu, sans pression, sans objectif. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'il y a derrière. C'est que la tête, il va se protéger inconsciemment du fait d'échouer. Ça aussi, ça se travaille. Donc tout ce qu'on a vu, c'est des choses qui se travaillent évidemment en préparation mentale. Donc là, l'idée de cet épisode, c'était de comprendre un petit peu mieux les mécanismes qu'il y a derrière et comment ça fonctionne dans ton cerveau. Peut-être que tu t'es reconnu sur certaines situations, ou plusieurs, ou toutes. Mais là, ce que je t'ai donné aujourd'hui, c'est un cadre. C'est-à-dire que c'est de la théorie, c'est bien beau, tu comprends un peu mieux les choses, mais si tu restes sur la partie théorie et que tu ne le travailles pas, ça ne pourra pas se débloquer.
Donc maintenant, ce qui est important, c'est que tu arrives à identifier un petit peu mieux ce qui bloque chez toi et que tu trouves comment les travailler. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, si tu ne sais pas ce qui bloque, tu ne pourras pas activer les bons leviers. Maintenant, tu as un petit peu plus de billes, tu vas pouvoir essayer d'identifier un peu mieux ce qui bloque, et donc si tu identifies les choses, maintenant il faut trouver comment les travailler. Soit tout seul de ton côté, soit en te faisant accompagner. Ça, c'est à toi de voir. Mais normalement, en tout cas, tu as plus d'informations pour mieux te connaître. Écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est un épisode qui fait appel à des notions dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes précédemment, donc je t'invite à aller les écouter. Et sinon, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao! Si cet épisode t'a plu, prends 10 secondes pour t'abonner au podcast et laisser une note ou un commentaire, et pourquoi pas le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui permet à Anatomie de la Performance de grandir et de te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Tu peux aussi retrouver MNP Performance sur Instagram pour prolonger les échanges et découvrir du contenu en avant-première. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver un rendez-vous diagnostic gratuit avec moi via Instagram ou directement sur mon site pour qu'on analyse ensemble tes besoins et tes objectifs. Merci pour ton écoute, continue de t'entraîner intelligemment et rappelle-toi, la performance se construit bien avant le jour J.